pour cette justice. On commence à le savoir maintenant, Camus a sauvé beaucoup d'Algériens à ce moment-là, qui étaient condamnés à mort. Il a tout fait, parce que le ministre de la Justice de l'époque, il avait envie que la guillotine marche, parce que ça prépare son ascension au pouvoir après. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc, et puis, à ce niveau-là, oui. Je vais te laisser la parole, je vois tout. Donc il y a, vous voyez, cette ligne de fuite qui dépasse la ligne de fracture, mais il y a en marge, à côté, ce sont les voix féminines. Que faire des écrivains comme Tao Sambrouche, comme Djamila Debèche, je vous dis les noms pour vous inciter à lire, comme Assia Djebar et Bérard, mais aussi Elisa Raïs. Voilà, alors, donc vous avez compris que Zineb, qui a dirigé mon travail de doctorat, est une conteuse, c'est une grande conteuse. Quand j'allais la voir pour parler de ce que je faisais, elle me parlait de ça. Et donc moi je partais dans 1000 directions, donc les lignes de fuite, je les ai prises, je les ai explorées. Donc Zineb, tu m'arrêtes quand tu veux rajouter quelque chose. Et c'est vrai que donc Camus, ça cristallise. Et c'est vrai que moi, quand tu m'avais orienté sur l'idée de terre, effectivement, on relit complètement différemment cette littérature, on la décloisonne du politique, parce que le politique l'a complètement grignoté, puisque le littéraire, c'est pas le politique. Et donc, juste à rajouter, quand Albert Memmi, en 1964, fait ce travail de recension d'une anthologie, d'une histoire, c'est important le terme d'histoire, donc d'histoire de textes d'autochtones, il avait prédit la mort en français de cette littérature. Et effectivement, je pense que, je ne sais pas si je l'ai vu ici, Malek Haddad, donc qui a écrit, enfin, un grand poète, qui s'est mis littéralement ne plus écrire en français, il est un peu mort il est mort dans les deux langues. Voilà. Alors, je suis censée, toi tu es resté autour de Camus, moi je suis censée de vous parler, de vous dire un peu, quand même, que tracer les grandes étapes, et après on vous lira aussi des extraits, donc tu me coupes quand tu veux. Donc en gros, début du XXe siècle, ça rejoint la Terre, parce que ça c'est très important, l'idée de la Terre. Donc début du XXe siècle, vous avez un peu quelqu'un comme Bertrand, les algérianistes, et eux effectivement, la Terre, elle n'appartient pas, en tout cas, n'est pas à ceux qui sont là. Et vous avez des citations, donc ce Denis Bertrand, pas Denis, donc Bertrand, Louis Bertrand, le sang des races, 1899, le sang des races. Et si vous lisez un peu ce qu'il écrit de sa perception de ces autochtones, c'est fantastique. Alors par exemple, il dit « La véritable Afrique, c'est nous, les Latins, nous, les civilisés, Mare Nostrum, qu'elle soit notre mère, M-E-R, à tout jamais, défendons-la contre les barbares pour refaire l'unité de l'Empire. En dehors de cet empire, tout n'est pour lui qu'anarchie indigène. Il faut maintenir l'arc de triomphe. » Un peu plus bas, il dit « L'indigène m'étant antipathique en raison de son hostilité latente et de la barbarie arriérée où il croupissait, parce qu'on lui imagine quand même une histoire, c'est ça qui est intéressant. On en imagine une pour en inventer une autre, ou pour en imposer une autre. Donc, l'indigène, donc antipathique en raison de son hostilité latente et de la barbarie arriérée où il croupissait, je me retournais vers ceux de ma race, vers les Latins d'Afrique. Alors, c'est très intéressant, parce que les Latins d'Afrique, c'est les Berbères, par exemple. Alors là aussi, des divisions qui vont s'en suivre. Il dit l'uniforme, linceul de chaux, C-H-A-U-X, de l'islam, qui n'a apporté que la misère, la guerre endémique, la barbarie, et a détruit l'œuvre des Carthaginois et des Romains. Ça aussi, l'Empire romain, les Romains, voilà. Ça, c'est Bertrand. Je sens que Zineb bouge, la dimension conte va revenir, parce que c'était dit qu'on parlerait normalement à bâton rompu. Voilà. Donc ça, c'est important, parce que ça pose des jalons.
les jalons entre guillemets historiques qui vont comment dire, donner une ligne de fuite justement ou de fracture à un récit. Et ça, c'est très important. Et en fait, grosso modo, ensuite viennent les algérianistes autour de Rondeau, donc qui voient en latin, enfin en berbère, un latin qui s'ignore, etc., etc. Donc toute cette fantasmagorie, je puis dire, et cette fiction. Oui, fiction, mais c'est important, tu as raison, fiction. Et il va y avoir donc une césure ou une rupture avec l'école d'Alger. Et là, l'école d'Alger, Camus arrive. Camus arrive autour de... Dans les années 30. Voilà. Comme ça, vous vous retrouvez. Voilà, donc années 20, les algérianistes, années 30, rupture autour de l'école d'Alger. Et là, vous avez Gabriel Orizio, Albert Camus Oui. et quelques autres, même pratiquement des autochtones Oui, aussi. d'Yves, Voilà, qui sont dans ce mouvement. Sénac. Voilà, et là c'est la Méditerranée. On n'est plus dans le berbère est un latin qui s'ignore ou un romain qui s'ignore, c'est la Méditerranée, l'imaginaire méditerranéen. Et là c'est Ulysse. Voilà, donc là c'est Ulysse. Il y a le très très beau livre d'Orizio qui dit que justement l'Algérie littéraire née en 1830. Voilà. Donc ici, donc, tout ce qui est autour des couleurs, des sensualités, de relations aux autres, aux éléments, à la nature, etc. Voilà. Et puis, mer, terre, soleil. Ça, c'est important parce que ce sont des variations, des motifs que Camus reprend beaucoup. Donc, les années 30. Et puis, bon, on passe très très vite, les années 45-50. Donc, les anthologues, les chercheurs qui parlent de littérature algérienne la font remonter aux années 50. Moi, je dis qu'elle existait avant, puisque je vous ai parlé des algérianistes, mais à côté d'eux, et même avec eux, il y avait des fils de cadis, de notables, donc de langue arabe, qui ont disparu de la circulation, des mémoires de la littérature algérienne. Donc, on peut vous expliquer après pourquoi, mais vous avez par exemple Zohar. Ils écrivent en français. Alors, ils écrivent en français, ce sont des fils de cadis, de notables, donc d'imams, etc. Donc, culture en langue arabe, en langue française. Et ce qui est très intéressant dans leur roman, par exemple, Zora, la femme du mineur, ou bien alors un autre, mais ça va me revenir, Mamoun, les Bouches d'un idéal, oui. voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit déjà, c'est ce qui c'est le personnage du transfuge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui est entre deux cultures, n'est-ce pas ? La famille, les traditions, et puis la modernité, etc. Et des transfuges qui, à la fin, montrent déjà, même si on a attaqué cette littérature en disant qu'elle promouvait les valeurs coloniales, etc., etc., quand même, ils disaient déjà, à travers leurs personnages, qu'il y a quelque chose qui n'y allait pas. Ce sont des hommes en général, essentiellement. Je sens que la conteuse veut rajouter quelque chose de très important. Zidane, je te laisse. Non, c'est pas tellement la conteuse, c'est comment dire, celle qui réfléchit sur les choses. Mais je veux bien être conteuse. Si je fais passer ce que je dis comme un conte, c'est très bien. Non, c'est que ces écrivains sont sollicités pour dire les bienfaits de la colonisation globalement. Donc il faut imaginer qu'à cette époque, la colonisation, c'est le plafond de verre qu'on ne dépasse pas. Je crois que c'est important de resituer cela, parce que ça permet de relativiser et de remettre dans le contexte. Et donc, ils partent avec un projet, comme le disait Firouzja, de glorification de la réussite de l'œuvre coloniale. Ils ont fait l'école, etc., etc. Mais généralement, le projet d'écriture se termine sur un échec. C'est ça. Celui, le héros, le personnage principal, et revient chez lui pour mourir, va, par exemple, dans Zora, la femme du mineur, et son mari essaye l'intégration, etc., mais il finit en prison. Donc c'est l'échec programmé. Ça ne peut pas, ce modèle de la réussite du colonisé, donc qui militerait en faveur de la réussite de la colonisation, ne réussit pas. Même si ces hommes ont réussi dans leur vie. C'est là où il faut distinguer entre les deux. Et la littérature donc, nous dit quelque chose. Aujourd'hui, il faut relire cette littérature. Elle nous dit quelque chose de très important sur le climat intellectuel. Mais ceci dit, donc, dans, par exemple, Zora, la femme du mineur, qui est un texte, on va dire, accessible, même si, voilà,
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, donc, ce mineur qui va fréquenter les Européens, parmi les Européens, donc les Français, les Italiens, les Espagnols, donc il y a quand même une stratification sociale très hiérarchisée, et parce que les Français sont quand même dominants, ceux qui vont ensuite dans les mines diriger un peu les groupes, ça va être les Espagnols, les Italiens, mais ceux qui sont dominés, donc ce sont les indigènes, etc. Et c'est vrai qu'il va jouer avec les copains, il va aller dans la ville européenne qui est séparée de la ville des indigènes, ça c'est dans toutes les littératures un peu des anciennes colonies, et c'est vrai qu'il va boire, etc., mais il va finir effectivement par soit mourir dans la famille, soit il va au Maroc. Oui, un lieu tiers, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, bon, ça, je passe dessus. Et c'est vrai que il y a aussi Jean Amrouche qui mériterait qu'on en parle parce que cet homme qui a commencé à écrire très jeune, qui a écrit beaucoup à André Gide, qui est né en 1907-8, à peu près, voilà. Donc, voilà, donc il a écrit très jeune à Gide, il a voulu entrer à la NRF, il a voulu devenir, c'est le prototype de l'assimilé inassimilable, c'est-à-dire que c'est vraiment celui qui avait tout pour illustrer les valeurs, entre guillemets, n'est-ce pas, à 4 guillemets de chaque côté, les valeurs de théorie coloniale et quel cynisme de l'histoire, quel cynisme de l'Empire, etc. Voilà, ça a été vraiment la victime, mais je crois que le mot n'est pas assez fort. Donc voilà, vous voyez, donc, les algérianistes, à côté où certains ont fréquenté aussi les algérianistes, parmi les écrivains indigènes, enfin les premiers. Ensuite, ces années 50, où on dit que grosso modo, elles portent d'une certaine manière les turbulences, les tremblements de l'Empire, et en même temps la naissance, entre guillemets, de la nation algérienne. Et quand Zineb tout à l'heure disait que ces écrivains sont sommés par, des deux côtés quand même, oui. C'est-à-dire que du côté algérien, les nationalistes veulent qu'ils montrent que c'est une nation, etc., que l'ennemi c'est le français, etc., mais quand même du côté français, on attend qu'ils parlent de leur misère, etc., etc. Et tout à l'heure, Zineb disait les marges. Assia Djebar, par exemple, en 1957, quand elle publie La Soif, on l'a comparée donc à Sagan. Je n'ai pas trouvé d'article, malheureusement, du côté algérien pour savoir ce qu'on a dit sur elle, mais du côté français, on l'a critiquée dans les revues d'Aragon, etc., où on a dit, mais enfin, il n'y a rien, au grosso modo, d'algérien dans son œuvre, parce que c'est dans le milieu bourgeois, et le lieu peut être n'importe où en France, je ne sais pas quoi, parce que c'est vraiment le milieu aristocrate, ou en tout cas, voilà. Et on lui a fait le reproche. Et il y a tout le temps eu comme ça, à la marge, soit des femmes, soit des hommes. Souvent, oui, Malek Haddad d'une certaine façon, mais Assia Djebar, vous savez, ce reproche-là vient du fait qu'elle va parler des femmes. Elle parle des femmes, des jeunes filles, de jeunes femmes qui s'éveillent à quelque chose. Par exemple, le personnage principal, je ne me rappelle plus son prénom, passe ses journées dans son lit, à rêver, etc. Mais c'est un peu Meursault de Camus. Et lorsqu'on essaie, vous savez, on lit attentivement les textes, on dit il n'y a rien d'algérien. La sœur de la narratrice, du personnage principal, qui est mariée, paye plus cher une femme de ménage pour avoir à son service une européenne. Si on veut chercher des trucs, bon, on en trouve, voilà, on en trouverait plein. Et Assia Djebar va continuer, va tracer sa voie. Et elle créera son écriture beaucoup plus tard, après être passée par le cinéma, mais ça c'est une sorte d'anticipation. Voilà. Et donc, on peut peut-être arriver aux années 60, oui, après l'indépendance, et là, donc, des gens comme Kateb Yassine, Mohamed Dib, moi, il faut nous faire un tout petit peu, parce qu'il est assassiné en 62 par le Mamri. Voilà, Mamri, par exemple, est la personne qui, dans le jeune musulman, est pris à partie, mais violemment, par quelqu'un qui lui a dit « mais tes personnages sont tournés vers l'Europe, c'est
c'est pas pour Non, nous. c'est le régionalisme qu'on lui reproche, je crois. C'est plutôt le régionalisme. Ah oui, toi, tu as Alors, une critique. Oui, parce que, alors, ils sont berbères, soi-disant, ils ne sont pas arabes. Non, mais c'est vrai, ils sont berbères, ils ne sont pas arabes. Donc ça, c'est pas bon, parce que là aussi, c'est très intéressant. Et en plus, mais tu as raison, ça se complète. Et en plus, on lui dit, celui qui rentre de l'Europe, là, de France, quand même, il est tenté par ce côté un peu français, etc., etc. Donc, on leur reprochait les deux. Oui, on leur reproche les deux. Mais c'est vrai que j'ai pensé à Salhi. Oui, oui. Mais Salhi, on va jusqu'à dire, mais ce n'est pas lui qui a écrit son roman, c'est le maréchal Juin. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est ça, exactement. Ce n'est pas bon. Non, mais c'est alors que cette critique nationaliste veut la nation. On veut l'écriture, c'est ça, du récit, du grand récit national. C'est ça, c'est ça. Donc entre dans le grand récit national, Dib, oui, voilà. Oui, c'est Dib, voilà. Mais Kateb, on ne peut pas le mettre à côté parce qu'il fait sauter toutes les frontières. On ne peut pas le mettre à côté, puis il a payé dans sa chair, puisqu'il a été arrêté et torturé en 1945, il ne faut pas l'oublier. Mais Feraoun et Mamri, je parle de la critique nationaliste, ce sont des régionalistes. Et en plus, Feraoun qui a une écriture qui feint la simplicité. On dit c'est un écrivain scolaire assimilé. L'écriture très simplifiée de Camus, c'est signe de génie. Feraoun, c'est parce qu'il a appris à écrire. On apprend toujours à écrire. Mais ça c'est, comment dire, c'est systématiquement le champ politique, champ du pouvoir qui intervient systématiquement sur la sphère littéraire. Et ça a tout le temps été comme ça, tout le temps. Et c'est très intéressant parce que dans la presse française, sur laquelle moi j'ai travaillé dans les années 20-70, c'est que dès qu'il y a un auteur qui va, par exemple, critiquer, mais avec un très beau style, qui va critiquer le pays même, la France s'en réjouit, on va dire grosso modo, s'en réjouit parce que voilà, enfin quelqu'un qui ose dire que les Arabes aussi ont colonisé l'Afrique, par exemple, oui, Yambo Ologem en Afrique, et donc il passe à la trappe dans les revues, entre guillemets, à gauche, très militantes, parce que c'est pas très glorieux de montrer cela, et puis l'inverse, voilà. C'est ça. Oui, tu as raison, le politique surdétermine ces textes, ces littératures. Et d'ailleurs, voilà, un exemple en 69, un gros pavé dans la mare, parce que je veux dire, les désillusions, elles tombent très très vite, et puis on écrit tout de suite, on se tourne vers autre chose. En 69, le gros pavé, c'est Boudjedra. Rachid Boudjedra, moi je trouve que c'est un génie, parce que pour avoir écrit en 69 la répudiation, moi je trouve franchement, mais je me dis pourquoi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas été en prison, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'il a fait. Il n'était pas en Algérie. Ah oui, oui. Je pensais qu'il était là-bas parce que en 54 déjà, quand Driss Shaibi il écrit Le passé simple, où la mère violée, voilà, elle déguste, elle est violée, etc., etc. En plus il y a la sodomie des gosses, etc. Shaibi il est parti du Maroc, c'était ça ou mourir. Et puis une petite quinzaine d'années après, c'est Le pavé dans la mare avec voilà, donc ce garçon qui raconte à son amante française comment maman est complètement écrasée par, Zineb a choisi de très beaux extraits, écrasée par le patriarcat, par le père qui la répudie, mais elle reste à la maison. Exactement. Elle est répudiée, parce que lui a épousé une petite jeunette qu'il a installée sur une villa sur les hauteurs, mais la mère ne sort pas. Alors que si on choisit la règle de l'islam, elle est répudiée, elle s'en va chez ses parents, et elle peut recommencer sa vie. Mais là, elle est... Ça y est, c'est ça. Mais ce que montre Boudjedra, je complète, c'est qu'il y a une collusion entre je ne dirais pas le patriarcat, le néo-patriarcat. Parce que ce père est dans la modernité, il a voiture, il expédie des fruits et légumes en Europe, en France, etc. C'est le néo-patriarcat, il y a la modernité, mais il y a l'esprit. Et donc, la collusion entre ce néo-patriarcat et le nouveau pouvoir qui se met en place. Et c'est ça qui fait que la répudiation est interdite
Mais Warda est là pour en témoigner. Jamais ce roman n'a été autant lu en Algérie. La photocopie est bien vendue. Enfin, vendu peut-être pas parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais photocopié. Et à l'époque, les photocopiés, c'était des photos, de véritables photos, des clichés. Et donc il a circulé à travers toute l'Algérie. Sur le manteau. Ah oui, sur le manteau. Ça, mais il a été... c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Mais il était interdit. Voilà. Il était interdit. Si tu rentrais avec ça dans tes valises, on peut l'enlever. Bon, alors, on arrête avec Boujedra et les collègues, là. Donc, on avance un tout petit peu, n'est-ce pas? Donc, en gros, voilà, cette fin des années 69, 60, c'est Boujedra, mais il y a aussi d'autres auteurs. Et puis, un peu plus tard, on va dire, Memouni, et puis, comment il s'appelle, le grand Arjaoud, qui a été aussi assassiné, malheureusement. Tu diras deux mots tout à l'heure, Zénab, je te laisse faire la parole pour l'instant. Et non, je crois que... Oui, alors, oui. C'est-à-dire qu'en fait, Zénab, elle tenait à ce que je lise un tout petit peu de début de poème de Malek Haddad. Voilà ce qu'il dit. Et la paix revenue, la colombe dira, qu'on me fiche la paix, je redeviens oiseau. C'est beau. Et ça, c'est Malek Haddad. C'est fini avec le grand récit. Hein. C'est fini les symboles. C'est le concret, le réel, voilà, dont il faut parler. Voilà. Et donc, juste avant la décennie noire, début des années 90, juste avant, donc on tenait avec Zineb à vous parler un petit peu aussi de la mémoire des harkis. De la migration, on va dire, voilà. De la migration de façon générale. Voilà, alors avant, peut-être harkis et littérature beurre. Oui. Je te laisse pour les harkis, je m'occupe de la littérature beurre. Alors, on a, pas oui, parce que je lui fais confiance. Les aînés, de temps en temps, c'est bon, les aînés, de temps en temps. Voilà. Littérature beurre, années 80, donc je trouve... Enfin, on a appelé de manière malheureuse ou malencontreuse littérature beurre ces textes de fils, de filles, d'immigrés. Ouais, mais vous voyez, donc les immigrés, vous voyez, il n'y a pas de pays, il n'y a rien, c'est l'immigré, il n'y a pas d'espace. Donc ils sont suspendus. Donc Azouz Begag, Mehdi Charef, donc tous ces enfants nés dans les premières générations, entre guillemets, parce que je trouve ça aussi absolument malencontreux de dire génération, donc qui écrivent et on va les caser dans la littérature beurre. Les beurs, la marche des beurs, donc les Arabes devenus en verlan, enfin beurre, après rebeu, les beurettes, hein, n'est-ce pas? Il y a eu quand même beaucoup de travaux sur cette littérature beurre, n'est-ce pas? Et alors que ce sont des auteurs normalement français. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh bien, écoute, par exemple, dans le Gond du Chala, raconte un peu cet îlot qui se crée à part de la ville de Lyon. Ah, alors, c'est très intelligent aussi, c'est-à-dire il faut relire aussi, c'est-à-dire que on a dit voilà ces pauvres immigrés qui racontent un peu la misère parce que le petit Azouz qui grandit dans le bidonville, le Shahaba, hein, mais Shahaba ça veut dire quoi Shahaba? C'est le Shahaba. Non, c'est le creux de l'Oued. Ah tu vois. Oui, c'est Gon. Gon, c'est le mot gosse en lyonnais. C'est ça. Donc là, cette percutation voilà, des deux langues. C'est ça. Mais c'est très intéressant parce que donc il grandit dans ce bidonville et le petit Azouz va à l'école. Alors, mais c'est très intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les premiers romanciers algériens des années 20, il faut relire. Parce qu'il n'y a pas seulement le prisme politique, pauvre gosse de banlieue, etc., autobiographique. C'est très intelligent parce que le petit Azouz va à l'école. Alors au début, il est au fond de la classe, il n'a rien. Le maître, il dit avec quoi on se lave à la maison, fait des leçons d'hygiène, etc. Il a envie de dire, il pense aux grandes craintes, tout ça. Là, puis il dit, monsieur, une cassa. Le prof dit, quoi? Donc il découvre qu'il n'a pas les mots. Enfin, je veux dire, c'est du Agnerno, c'est du Agnerno. C'est Agnerno, mais sauf que lui, bon, bah voilà, c'est social, c'est pas culturel. Et voilà, donc il va observer, et puis il se dit, tiens, merde, je vais me mettre devant tout le monde, et je vais être le premier de la classe. Et je vais mettre des chaussettes propres. Oui, mais là, il est comment dire, il est confronté, il est face au conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'en fait, il va être, donc à la fois, il est rejeté par les Français parce que petit arabe, etc., qui travaille pas, etc., et en même temps, quand il se met devant et qu'il se met à être comme les Français, eh ben, voilà, je veux dire, il paye aussi.
de l'autre côté, sa traîtrise, ou en tout cas, sa migration, on va dire entre guillemets, sociale ou culturelle. Enfin, pas culturelle, je n'aime pas le mot culturelle, sociale. On ne lui pardonne pas non plus. Et ça, c'est très intelligent aussi. Voilà. D'accord. Oui, alors, vous voyez, ce que, dans ce, comment dire, dans cette réflexion sur l'Algérie, nous ramenons des choses. Il y a eu une thèse que j'avais dirigée qui était très intéressante, qui disait les littératures étrangères, et pas étrangères, pour désigner ces littératures qui sont territorialisées en France, mais qui parlent d'un ailleurs et qui parlent autrement. Donc la notion est peut-être intéressante. Mais il y a eu aussi un autre corpus qu'on voudrait ramener dans cet ensemble-là, parce que ça pose problème, c'est la littérature des enfants de Harki. Elle n'est plus tardivement que la littérature beurre, même si elle part avec le mouvement. Vous savez que la marche des Beurs de 95, c'est d'abord une marche d'enfants de Harki. Et c'est là-dedans qu'on verra deux phénomènes. Il y a le phénomène film, ce sont en général les garçons qui font les films parce qu'ils peuvent aller sur le terrain, etc. Et le phénomène récit, qui sont portés par les filles. Et il y a, c'est un roman qui paraît plus tardivement, en 2003, de Dalila Kershouch, Mon père se Harki, voilà, Mon père se Harki. Et c'est elle qui va faire le voyage du retour dans le village de son père, c'est un petit village du tout. C'est un peu Antigone portant son père sur son dos, qui le ramène vers l'origine. Et elle fait ce voyage pour lui. À ce moment-là, elle peut renouer avec le père qui était devenu quasiment aphasique. Les pères ne parlent pas, alors que les mères transmettent la mémoire du pays abandonné, laissé pour des tas de raisons. Et je crois que cette littérature dit une certaine relation, pour le moment, c'est pas ce qu'elle deviendra après, dit une certaine relation à la terre, cette terre qu'on a essayé de poser au départ, et c'est là qui est intéressant. Voilà. Et peut-être, oui, et un autre exemple, je pense, c'est Zahia Rahmani aussi. Oui, bon, ben voilà. Oui, voilà. Et la guerre civile, c'est plus près de nous. Je pense que tout le monde connaît un peu. Donc, c'est enfin, tu compléteras, je vais aller très très vite parce qu'on voudrait vous laisser la parole. C'est la question qui se pose pour les écrivains, c'est comment continuer à écrire. Et donc on a plusieurs récits. Alors il y a un critique, c'est notre Michel, qui a parlé du retour du référent. Oui, il a raison, on parle de l'horreur, etc. Mais en même temps, il y a autre chose. Écrire et fuir, c'est Aïssa Khaladi, avec Peur et mensonge. Dire la déliquescence, le désordre du monde, c'est sans salle. Comment dire? Et alors, il y a une pépite là-dedans, c'est comment décrire la mort. Et c'est Leila Marwan, je vous recommande au moins ces deux livres, Le Serment des Hypocrites et surtout Ravisseur, qui, par l'humour, surtout dans Ravisseur, arrive à dresser un tableau apocalyptique, noir, mais dans un humour décapant d'un attentat, par exemple. Comment raconter la dislocation des corps d'enfants dans une maternelle? Eh bien, elle y arrive et ça passe. Donc voilà, c'est tout cela. C'est la question, et c'est Assia Djebar qui pose la question, est-ce que la langue française va disparaître? Non pas la langue française, mais celui qui parle français. Non pas la langue française, mais cette enseignante qui est décapitée devant ses élèves. C'est la question du dire sur quelque chose qui ne peut pas avoir de nom. Oui, donc vous voyez, on a toutes ces mains. Oui, et dans le blanc d'Algérie, en 96 à peu près, la décennie vraiment là où c'était les attentats non-stop, et bien justement le blanc d'Algérie, c'est tout le linceul, quoi. Tous les écrivains qui sont tombés, tous les intellectuels qui sont morts, qu'on a assassinés, à qui on envoyait des petits cercueils dans les boîtes aux lettres. C'est vrai que ou qui sont morts de cette passion de l'Algérie, comme Camus. Et elle se met du côté de la mer. Voilà. Alors, et maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça continue la littérature. Mais oui. Ça continue, il y a de nouvelles thématiques, il y a de nouvelles écritures qui naissent, il y a un retour, et alors là encore, décloisonnement des frontières, parce qu'il y a des écrivains français qui écrivent sur l'Algérie, et
des écrivains comme Kamel Daoud qui reprennent l'héritage. Hein. Lui renoue à sa façon avec Camus, mais également il y a un autre écrivain que j'aime beaucoup, c'est Chauprey Amari, L'âne mort, si vous pouvez lire ce roman, il est désopilant, qui renoue avec l'âne, c'est Apulée. C'est le thème d'Apulée. Et alors, je dirais 2 mots de ce roman. Ce sont 3 jeunes, ils ont 40 ans, 2 garçons et une fille, qui décident d'entrer dans le club de ceux qui se font beaucoup d'argent. Donc ils vont voir un homme ignare, totalement abruti, mais qui a fait de l'argent. Donc en attendant d'être reçu par lui, dans sa villa, sur sa pelouse, etc., il voit un âne, il le pousse dans la piscine, l'âne se noie. Mais, catastrophe, l'âne, c'est le frère du bonhomme. Donc ils mettent l'âne dans leur voiture qui marche et qui s'arrête au bout d'1 heure, et ils partent sur les chemins. Et voilà, je ne vous dis pas plus, vous lisez ça, c'est assez extraordinaire. Et il y a aussi Kautar Adibi. Voilà. C'est intéressant parce qu'elle retourne à Alger, Charlot qui a édité beaucoup les écrivains algériens, etc. Voilà, donc c'est intéressant, effectivement. Oui. Et puis il y a quelqu'un qui produit beaucoup, c'est Yasmina Khadra, qui est un homme, puisque vous le savez, et qui élargit, lui, son itinéraire d'écriture, ses lieux entre guillemets de l'écriture. Donc vous voyez, ça continue. Aujourd'hui, ça continue et on a de nouveaux moyens. Alors, il y a un roman qui a été publié en italien et retraduit vers le français, donc ça s'élargit. Bientôt, on verra des romans en anglais. Et puis, il y a le slam et le rap. Et là, ça permet aux filles, il y a plusieurs slameuses, de dire directement leur texte, et c'est assez extraordinaire. Je crois que vous voyez, on arrête là, mais on ne finit pas. Oui, elle n'arrête pas. Non, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que sera demain, puisqu'on tend à remplacer l'anglais, le français par l'anglais, mais les littératures, il faut s'en méfier. Les littératures, c'est pas quelque chose. On arrête là. Voilà, comme ça, on discute avec vous. C'est mieux. La parole au public. Une question. Des remarques? Moi, je veux dire, je suis hors texte, mais on pleure pour l'Afghanistan quand même, par rapport aux femmes. C'est terrible. Vous avez raison, madame. Voilà. Nous, on nous a demandé de parler de littérature. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui, bien sûr. Mais Yasmina Khadra, il en parle beaucoup. D'ailleurs, dans sa trilogie, Les Hirondelles de Kaboul, le film est très beau, il est très violent, mais il est très très beau. Je trouve que c'est une réussite. Là, c'est une catastrophe. Mais l'Iran aussi. Et l'Iran aussi. Voilà. C'était juste un petit parenthèse. Chez nous, en France, les femmes meurent tous les jours aussi, sous les coups, etc. Donc effectivement, si nous, chez nous, c'est pas notre... Enfin, voilà. Et si on revenait vers la littérature? Oui, mais c'était juste un... Oui, non, mais oui, vous avez raison, madame. Oui, par rapport aux femmes, c'est ça? Ouais. Quand on parlait de Boudjedra. J'ai une question. Deux fois, vous avez insisté tout à l'heure sur le fait que vous avez parlé des écrivains algériens, des écrivains français, on va dire, avec l'obligation pour chacun, soit pour les Français, donc de l'un, soit pour les Algériens, de mettre en valeur le pays, voilà. Et vous avez dit, ils avaient l'obligation, et l'obligation, c'était morale, c'était social, il y avait une pression particulière, pourquoi ils étaient obligés finalement? Alors, là, c'est des écrivains algériens, autochtones, qu'il s'agit. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas une obligation comme ça, mais vous savez, on n'écrit pas sauf pour certains grands esprits, on n'écrit pas dans le vide. On écrit pour répondre à une certaine attente. Oui, mais vous avez dit que vous avez bien séparé la littérature et la politique, vous l'avez dit 3 fois. Oui. Je suis pas... Pardon, chacun son opinion. Mais vous l'avez dit 3 fois. Donc, vous ne pouvez pas utiliser l'argument de la politique pour justifier ça. La pression n'était pas politique. Elle était publique. Et ouais, mais... Elle était publique. Alors, ça, on peut le voir, par exemple, dans la presse française. Moi, je peux en parler parce que je travaille sur ça. Par exemple, Sartre, les temps modernes, ne publie pratiquement aucun texte littéraire des intellectuels. C'est-à-dire que moi, je cherchais le littéraire. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver d'esthétique dans Dib, par exemple? Alors, Dib, c'est Aragon. Et que disent, par exemple, Anne Villelor, donc dans la partie chronique littéraire, c'est ils ont essayé de faire un effort vers la dimension, entre guillemets,
narrative, etc. Mais c'est tout le temps la catastrophe coloniale, ce que la France fait en Algérie. Même si le PC n'était pas très clair non plus, mais en tout cas, c'est voilà, vous suivez à travers le jeune Omar, la grande maison, ah ben voilà, avec le métier à tisser, on a la suite, c'est absolument catastrophique, la France brûle le blé pour pas que la population le mange, et puis Omar qui a tout le temps sa boule de pain dans la bouche qu'il n'avale pas, parce qu'il n'avale pas non plus le discours de l'école, etc., etc. Le maître qui est arabe, mais qui leur parle en français, et qui leur dit en arabe surtout ce que je viens de dire, c'est pas vrai, hein, la France, notre mère. Donc en fait, si vous voulez, dans la presse, moi, je me suis dit, autant la presse de droite et d'extrême droite va les balayer, comme par exemple la revue des Deux Mondes, il n'y a rien. Et par exemple la presse de gauche, alors la NRF, il n'y a rien. C'est apolitique, c'est que du littéraire, par exemple. Et si vous lisez un ou deux articles, par exemple, du poète suisse, aidez-moi, pas Chessé, mais l'autre... il va me revenir. Il a analysé la poésie de Césaire, un recueil de poèmes, et il trouve que c'est un peu barbare. Voilà, on ne comprend rien. Voilà, il faut un lexique, le lecteur ne peut pas comprendre. Philippe Jacotet. Oui, Philippe Jacotet. Parce que les écrivains suisses à la NRF, il n'y avait que ça. Ils rentraient, ils faisaient rentrer l'autre, etc. Il y avait très très peu d'articles, et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils disent du point de vue littéraire? Voilà. Comment dire, chez Sartre, il n'y avait rien, si, les essais politiques de Fanon, de Mémile, etc. Ça, oui. Et Aragon, bon, bien entendu, il a publié les communistes, hein, on va dire Mohamed Dib, pas Katabi Yassine, pas trop, parce qu'il était marxiste-léniniste. Non, mais Katabi Yassine, c'était difficile de le publier. Non, mais je veux dire, par exemple, des extraits, des comptes rendus de lecture, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et je me suis... Donc, alors, malheureusement, je n'ai pas eu accès à la presse francophone d'Algérie. C'est Zineb qui m'a fourni le jeune musulman. Malheureusement, je n'avais pas le temps, parce que 5 ans, c'est très très peu. Donc, tu m'avais fourni dans le jeune musulman, par exemple, Salhi, il a accusé, il a dit, voilà, nous avons été, voilà, nous, Arabes, nous avons été oppressés, blablabla, nous sommes une nation arabe, etc. Donc, les Berbères à la trappe, etc. Donc, voilà, les récits doivent... En fait, c'est un peu dans l'idée de Sartre, en 1945, quand il écrit « Qu'est-ce que la littérature ?» Et il dit, la littérature, la poésie, c'est pas se prendre la tête sur des mots, etc. C'est être en avant, c'est dire son temps, c'est s'engager. Et c'est un peu dans ça. Donc c'est faire un peu de la politique. Oui, c'est faire un peu de la politique. Enfin, bien sûr, mais vous avez raison. Vous avez raison, mais nous faisons la distinction entre ce que parce qu'on parle de la même littérature, je pense. Oui, et ce que sont les textes. Bien sûr, lorsqu'on lit Dib, comme le dit Farouja, on trouve la dénonciation. Mais il y a aussi la dimension poétique. Mais on ne retient que le rien. Il y a une surdétermination politique qui est, enfin nous on ne le condamne pas, mais qui est logique dans le temps, dans cette période-là. Et vous savez ce qui est très intéressant, c'est les textes par exemple. Donc voilà, Yambo Wologem, malien je crois. Oui. Donc il écrit en 68 Le devoir de violence, au Seuil. Il a le prix Renaudot. Et ben il n'y a rien dans la revue Présence africaine. Et je me suis dit pourquoi il n'y a rien. Je vais le lire, c'est pas évident, hein. Et quand même, il dit que l'islam, les Arabes, ont converti dans les fers et le sang la population noire. Et qui fait de superbes là-dessus, comme par hasard, la presse de droite. Ah ben voyez, il n'y a pas que nous qui avons été en Afrique, donc nous sommes allés 8 siècles après. Et donc en fait, ils se règlent les comptes aussi entre eux. Non, mais c'est ça qui est génial. Voilà. C'est juste un exemple pour montrer en fin de compte que les intuitions qu'on a de l'autre côté, c'est pas faux. Vous savez, les lieux de publication, c'était surtout Paris. Oui, et le seul. Oui, bon, le seul, parce qu'il y avait la collection Méditerranée, bien sûr, par Robles. Mais donc il faut être un tout petit peu conforme aux attentes de la maison d'édition. Oui, enfin, vous avez dit des choses très riches, hein, mais ça va un peu dans tous les sens, tellement que c'est riche. Hein. C'est encyclopédique, hein, des fois c'est difficile de réunir les choses de manière cohérente, qu'on comprenne, quand on connaît rien, je veux dire. Hein. Mais tout ce qui est dit est exact,
Mais je dirais que, c'est-à-dire, il y a la périodisation de la littérature. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Si on prend des années 1900 jusqu'aux années 50, évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'écrivains, c'est-à-dire, c'était vraiment, on va dire, les indigènes ou les musulmans étaient sans voix, la plupart, ils étaient illettrés pour cette période. Et la littérature, on va dire, algérienne, autochtone de langue française, elle est née aux années 50, grâce à la guerre d'Algérie, qui a eu des répercussions internationales. Tout le monde y allait, y compris les gens de gauche. Les gens de gauche étaient réticents vis-à-vis de la guerre d'Algérie, mais après ils s'étaient engagés très activement à partir de 1960, etc. Après, il y a la littérature de l'Algérie indépendante. Évidemment, il y a plus d'écrivains et il y a plus de femmes écrivains, parce que si on cite sur 50 ans, c'est les doigts d'une main. Hein. Je veux dire, Isabelle Eberhardt, bon, on va dire c'est une européenne, Elissa Raïs, c'est une juive algérienne, je veux dire, Tom Sabrouch, une chrétienne, des musulmans, des Bèches et un Siadjaba, pratiquement. Trouver une autre personne, on ne trouve pas jusqu'en 1960. Après, il y a eu beaucoup de femmes écrivains, les années, je veux dire, les années 60, je passe à Nadia Gendouz, enfin, et d'autres, enfin, il y a des noms comme ça qui reviennent les années 70, n'en parlons pas, 80. Après, c'est vraiment des dizaines et des dizaines déjà de femmes écrivaines, hein, et des autrices, comme on dit maintenant. Et puis, après, il y a eu l'émergence de la littérature, entre guillemets, beurre. Je veux dire, après, bon, c'est les enjeux politiques des années 60. Hein. Et il est archi maintenant parce qu'il y a les enjeux aussi de la mémoire. C'est-à-dire, on parle de mémoire beaucoup après les événements. Hein. Maintenant, il y a l'émergence, le retour du refoulé, etc. Bon, il y a des débats. Et puis, peut-être aussi, même, il va y avoir la guerre des mémoires. Mais pour revenir un peu en arrière, pour les années 50, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on émerge, on est écrivain, on publie, il y a une littérature. C'est parce que les conditions du moment, on va dire les superstructures étaient au rendez-vous. Il y a une motivation sociale, politique, je veux dire à grande échelle, en superstructure, vers le haut. Finalement, un écrivain, il est le produit de son époque, il est le produit des conditions sociales. Sinon, il n'y a pas d'écrivain, ce sera des manuscrits qui dormiraient dans des archives qu'on redécouvrirait, je veux dire, un siècle plus tard, etc. C'est parce qu'il y a eu de la presse, des journaux, beaucoup de journaux littéraires, l'Afrique du Nord illustrée, enfin, et d'autres, hein, aussi en métropole. Si on regarde que du point de vue métropole, on va dire le centre, hein, mais il faut regarder l'Algérie, c'est aussi un autre centre, c'est une périphérie par rapport à la métropole, mais c'est un centre, tout ce qui concerne la littérature algérienne ou algérienne. Et puis il y avait les médias audiovisuels, la radio et la télévision. Par exemple, Pharaon, il était passé plusieurs fois à la radio, y compris en kabyle, en langue arabe, dans la revue de Boudeli Safir ici à Alger, et même à la télévision d'Alger, qui a ouvert ses portes en 1956 jusqu'en 62. Après, il y a eu les maisons d'édition. Il y a Edmond Charlot qui a... Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Je n'ai pas compris. Je voulais dire quoi? C'est quoi votre question J'ai pas de question, je veux dire, j'avance dans votre sens. Non, mais ce qui serait bien, c'est que, oui, d'accord, mais si la parole puisse circuler, parce que moi, je veux bien, moi, je trouve ça passionnant. Très bien, très bien. C'est tout ce que je voulais dire. Complète, mais voilà. Il faut que la parole circule, ça me gêne un petit peu. Ben, si ça vous gêne, je m'en excuse. Ah non, je m'arrête, pas du je tout, parle monsieur, pas. non, c'est Donc, pas très ça. bien. Merci. C'est que si ça convient au public, moi j'entends ce que vous dites. Hein. C'est intéressant. Hein. Et d'ailleurs, même c'est même discutable, si vous dites qu'il y a eu très très peu de femmes, moi je pense que le travail reste à faire, tout est en chantier. Moi je pense que tout est en chantier. Vous dites Elissa Raïs, juive. Pourquoi juive et pas algérienne? Par exemple, monsieur. Juive algérienne. Oui, non mais je sais, mais par exemple, parce que les juifs étaient en Algérie depuis quand? Vous voyez, donc moi je voudrais revenir sur autre chose. C'est vrai que la critique et l'histoire littéraire retient la naissance de la littérature algérienne avec le basculement de la dénomination dans les années 50. Mais il y a tout un corpus que nous avons évoqué et qui a été publié et qui est resté inconnu et qu'il faudrait peut-être... Il y a eu quelques travaux, notamment à l'université Laurent,
avec la Nasri, il faudrait reprendre cette littérature. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de succès, elle n'a pas eu de succès, qu'il faudrait la délaisser. Une littérature ne naît pas de nulle part, c'est ce que le disait notre ami, elle ne naît pas de nulle part, il y a des conditions, mais il y a également des aînés. Et donc, les aînés qui ont commencé à écrire, ils ont été sollicités par des écrivains comme Robert Rondeau, qui voulaient une littérature autochtone régionale. Et bon, on dira c'est un colonialiste, c'était même un fonctionnaire colonial, d'accord, mais en tant que projet littéraire, cela vaut le coup de le regarder. Donc on prend tout. Et ça fait partie de l'histoire. Et ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de la mémoire. Voilà. Bon, bien sûr, nous avons choisi le mode de conversation, d'échange comme ça. On a un texte écrit qu'on pourrait communiquer à la limite, mais voilà, c'était plutôt ça, je pense, et surtout l'envie de vous donner de lire. Mais monsieur est parti, c'est dommage parce qu'il parlait de périodisation. Ça aussi c'est un acte politique. Quand on fait une anthologie, c'est un acte politique. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas? Faire démarrer la littérature algérienne aux années 50, ça peut se comprendre, entre guillemets. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, dans les années 60, c'est juste avant, c'est très récent, il faut faire quelque chose de coup de poing, mais aujourd'hui, avec le recul que nous avons, nous pouvons dire, à tête reposée, froidement, que quand même, ceux qui écrivent, c'est l'élite. Oui. Katabi Yassine, c'est pas n'importe qui, Dib non plus. Je veux dire, moi, mon père, il n'a pas été à l'école. Donc, c'est pas n'importe qui écrit, etc. Sartre, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, il est né dans les livres, et il a dit, c'est ce qu'il dit dans les mots, je suis né dans les livres, je finirai ma vie sans doute dans les livres. Voilà, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est intéressant ce qu'il a dit. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il est parti. Je suis non, mais Annie Ernaux, elle n'est pas née non plus. Eh ben voilà. Voilà. Ben voilà. Vous voyez, c'est pour ça, par exemple, moi, je n'aime pas parler de culture ou double culture. Moi, je me dis, c'est toujours social. Voilà, prix Nobel. Voilà. Eh bien, exactement. Et là, on est Vous fiers. avez vu le scandale que ça a suscité chez certains. Oui, je sais bien. Voilà, parce qu'on la classe en sociologie. Parce qu'elle ne parle que d'elle-même, soi-disant. Oui, non, mais pour revenir à ces revient écrivains, où est-ce qu'ils apprenaient à écrire, les écrivains algériens? Oui. C'était à l'école qu'ils apprenaient à écrire. Oui. Et c'était l'école française. Et oui. Et oui. Et le roman arrive par la langue française, par la littérature française. Et oui, et en plus c'est passionnant parce que par exemple Mamri, qu'est-ce qu'il dit, Moulay Mamri? Il dit, donc dans les cours de latin, ils ont des traductions à faire à la maison, les guerres puniques. Oui, oui, c'est ça. Il dit, je rentre, donc on a à peu près, je sais pas, une dizaine de lignes. Et quand il découvrait la guerre avec Jugurtha, il disait, je découvrais mon histoire. Donc en fait, il a découvert son histoire en faisant de la traduction. Et il traduit. Voilà, il disait, j'arrêtais pas de traduire. Et j'ai pas arrêté pour comprendre. Et en fait, il comprenait aussi ce que Dib a parfaitement mis dans le roman de La Grande Maison. C'est-à-dire qu'en fait, le petit Omar qui va à l'école, le maître qui lui dit, la France est notre mère patrie. Et la Omar, avec sa boule de pain dans la bouche, il dit, la France, c'est la mer. La mer est à la maison. Il dit, la mer pour y aller, c'est une carte dans la classe, pour y aller, il faut traverser la mer, la même Méditerranée. Il dit, comment un pays si lointain peut-il être sa mère? Mais ma mère, elle s'appelle Aïni, elle est à la maison. Et après, le commentaire de l'écrivain, c'est, Omar venait de surprendre un mensonge. Mais le maître leur disait après en arabe, surtout ce que j'ai dit, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Bon, ça c'est intelligent, ça fait quand même penser, c'est fantastique. Il faudrait trouver des équivalents en français, par exemple. Dans la littérature française, par exemple, chez les prolétaires, entre guillemets. Il faudrait faire des travaux comparatifs. Pour moi, tout est un chantier. Et on ne peut pas dire que la littérature est née en 50. Non, il y a des moments, parce qu'il le faut. Et je termine, anthologie, en 1947. Il y a une anthologie en 4 parties, à laquelle collabore Sangor. Ça s'appelle Les plus beaux écrits de l'Union française et du Maghreb. Il y a 4 parties. Il y a l'océan Indien, là, Madagascar. Il y a l'Afrique noire, c'est Sangor. Sangor, il fait un truc depuis, grosso modo, les origines jusqu'à l'actualité, et il parle un peu des écrivains des années 40, les poètes. Et il y a Mohamed quelque chose Al-Kholti, il fait le Maghreb. Il ne parle pas du tout, il parle de la littérature arabe, de langue arabe, et il n'y a rien sur le Maghreb. Alors les berbères, cela il me pose problème, c'est tout le temps. Voilà, il n'y a rien. Et donc là aussi, ça peut être problématique.
Voilà, et donc lui, c'est vraiment le projet, entre guillemets, on est une nation arabe, quoi, voilà. Mais une anthologie, c'est toujours un problème. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. C'est choisir qu'il y a un problème. C'est choisir qu'il y a un problème. C'est un C'est problème. C'est ça, c'est exactement le choix. choix. Oui, c'est choisir que C'est t'as ça, problème, c'est ça, exactement. c'est le choix. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. nous, en décidant d'intégrer, ce n'est pas sûr que ces écrivains seraient d'accord avec nous, d'intégrer les écrivains, les filles de Harki dans notre corpus, peut-être qu'on va les faire hurler. Oui. Mais nous, on est comme Camus, lorsqu'il regarde les ruines de Tipaza, il dit « la nature a ramené les filles prodigues ». Donc nous, voilà. Mais en même temps, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord. C'est normal que les gens posent des questions. C'est ça. Et ici, ça donne envie de lire des textes, encore une fois. Oui, que les gens posent des questions, mais qu'ils ne fassent pas des conférences. Ah non, je suis désolée, excusez-moi. Moi, voilà. J'aime bien partager, mais il ne faut pas faire des conférences. Non, mais c'est important, je suis désolée. Une dernière question. Moi, j'ai un Oui. Vous avez des écrivains d'expression arabe à nous recommander? Parce que Kauthar Adimi, sans ça, ils écrivent en français. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent pas? Il n'y a pas de littérature algérienne? Alors, écoutez, il y a des écrivains qui sont sur les deux langues. C'est ça. Boujedra, par exemple. Ouais, Par exemple. Et vous avez également Amin Zawi, Oui. D'accord. qui est sur les deux langues. Larej, Wassini Larej. Ouais, très bien. Voilà, et il y en a d'autres là. Et beaucoup de... Votre question nous prend un peu à... Non, non, il y a un corpus. Il y a un beau corpus. Il y a... D'accord. Et vous savez, souvent, je parle des femmes que je connais un petit peu, souvent elles ont des audaces qu'on ne rencontre pas chez les écrivains, les auteurs francophones. Oui. De toute façon, on n'écrit pas de la même manière selon la langue. Exactement. Oui. Sur le corps, sur la violence faite aux femmes, sur les rêves d'émancipation des femmes, quelquefois ils vont très très loin. Voilà, c'est vrai. Moi je n'ai lu que des nouvelles, parce que, comme dirait Kourouma, mon arabe ne va pas très loin. Voilà. Mais elles écrivent en arabe. Elles écrivent en arabe. Elles écrivent en arabe, et alors là, oui, je voulais revenir sur quelque chose. Vous savez, ces écrivains, les écrivains francophones, ont appris à écrire à l'école. Après, ils ont lu, etc. Kateb, lorsqu'il est enfermé, il est enfermé chez lui parce qu'il fait une grosse dépression après la prison en 1945, il lit Baudelaire. Baudelaire, ce n'est pas tellement à l'école. Voilà. Mais l'écriture de Kateb, ceux qui ont mis le nez dans ces textes savent que c'est éclaté, mais c'est la forme de l'oralité. Et un écrivain comme Mamri, qui a une maîtrise de la langue française, de la structure du roman, quand vous y regardez de près, dans L'Opium et le bâton, son premier roman, il y a une légende qui apparaît, c'est la mare de la mariée. On raconte qu'une jeune femme, on a voulu l'emporter de l'autre côté, pour son mariage, l'emmener de l'autre côté de la rivière, mais la rivière était en crue, on a voulu traverser, etc. Et en fait, quand on regarde ça, c'est toute la structure du roman qui tourne autour de ce conte. Donc il y a quelque chose qui se joue là. Donc l'apparente simplicité est peut-être à interroger. Ça d'une part. Et ensuite, pour la langue arabe, c'est pour cela que je fais ce parallèle, la question qui se pose, est-ce qu'on va écrire dans un arabe, enfin il y a quelques années quand même, quelques décennies, est-ce qu'on va écrire dans la belle langue arabe, ou est-ce qu'on va écrire dans un arabe qui se rapprocherait de cet arabe vivant, populaire, etc. Ça, dynamique. Et des écrivains comme Wassini ou la poétesse, sa femme également, font le pas. Il y a aussi un autre écrivain qui est très important. Il y a deux autres écrivains, c'est Ben Haddouga. Ben Haddouga et puis Ouattar. Ah oui, Tahar Ouattar. Voilà, donc, qui écrivent dans un arabe très populaire. Et ils ont été, vous savez, Ouattar, à un moment donné, en Algérie, était lu. Il a rencontré ses lecteurs lorsqu'il a été traduit en français. Parce que les arabophones estimaient qu'il écrit n'importe comment, il ne sait pas écrire. En fait, j'ai posé cette question parce que j'étais frustrée. J'adore la littérature ce qu'écrit Kauthar Adimi, Sansal, etc.
Mais je suis frustrée parce que du coup j'ai l'impression que tous ceux qui écrivent en arabe comme n'écrivent pas en français, et du coup on ne prend pas la peine seuil, plomb, etc. On ne prend pas la peine de les traduire. Moi ça m'échappe cette partie. Il faut regarder du côté du Liban il y a quelques années. Ces écrivains étaient publiés au Liban, en Égypte. Oui, non, mais c'est vrai. Il faut reconnaître que la traduction est vraiment limitée. Non, je parle de l'édition en langue. L'édition en langue arabe. C'est parce que moi, par exemple, la place libanaise oui, et puis en plus, non mais alors ça, et en plus, moi par exemple, tous les livres que j'ai à la maison traduits de l'arabe vers le français, c'est des auteurs du Liban et de l'Égypte. Par exemple, chez Actes Sud, la belle édition là. Et j'ai pratiquement aucun auteur algérien traduit. Par exemple, effectivement, il y a des questions. Wassine El Haraj, il sera mercredi prochain à la BNF au colloque sur Pierre Guyotat et l'Algérie. Parce qu'il est au programme. Voilà. Donc il sera là, si jamais ça peut être le moment. Vous savez, quelqu'un comme Lacharaf, qui était parfait bilingue, je crois qu'il y a peu d'Algériens qui soient aussi bilingues de sa génération, qui soient aussi bons bilingues que lui. Et lui était pour une école où il y aurait continuellement passage d'une langue à l'autre. Si on avait choisi ce qu'il préconisait, les Algériens auraient été parfaitement bilingues. Aujourd'hui, les jeunes sont bilingues et même trilingues et plurilingues, etc. Parce qu'ils sont dans la mondialité malgré tout. Mais voilà, c'est l'arabe, notre langue nationale. C'est ça qui a été. Bon. Mais méfions-nous de la littérature. Nous sommes à 300 On peut peut-être. S'il y a d'autres. Bon, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. De référence ce soir et je pense qu'on va pouvoir. Donc je suis encore plus vieille. Moi c'est la génération Zineb. Merci d'avoir été là. Ça me dit quelque Il faut regarder du côté du Liban il y a quelques années. Ces écrivains étaient publiés au Liban, en Égypte. Oui, non, mais c'est vrai. Il faut reconnaître que la traduction est vraiment limitée. Non, je parle de l'édition en langue. L'édition en langue arabe. C'est parce que moi, par exemple, la place libanaise et puis en plus, non mais alors ça, et en plus, moi par exemple, tous les livres que j'ai à la maison traduits de l'arabe vers le français, c'est des auteurs du Liban et de l'Égypte. Par exemple, chez Actes Sud, la belle édition là.